Allez, on est parti pour ce deuxième épisode d'Endorphine, le live où on discute de l'actualité des sports d'endurance. On le discute tous ensemble, donc avec vous dans le chat sur Twitch et avec Kevin. Merci d'être avec moi, Kevin. Ça me fait plaisir de discuter de tout ça avec toi. Et tout le plaisir pour moi. Merci pour ton invitation, Nico. Donc, on va aller tout de suite sur le sommaire de ce qu'on va discuter ensemble ce soir. On va avoir le Tour de France 2020, évidemment, puisque c'est un peu l'événement qui arrive dans les prochaines semaines. Là, c'est d'ici une semaine, ça démarre samedi prochain, le Tour de France. On va avoir pas mal de choses. On va vous faire la preview, vous parler un petit peu des étapes clés, de vous parler des favoris, de qui est-ce qu'on voit gagner et jouer un rôle dans ce Tour de France. On va aussi parler athlétisme, puisque la semaine dernière, on a eu des beaux records qui ont été battus, donc notamment le record du monde du 5000 mètres. J'ai noté, Cheptegei a battu le record imbattable parce que honnêtement, le record de Bekele, je ne pensais pas qu'il pourrait tomber. Et on a aussi le prodige norvégien Jakob Ingebrigtsen qui a couru en 3 minutes 28. C'est vraiment monstrueux sur 1500 mètres, surtout qu'il a 20 ans. Donc on va parler de ça et de la Norvège en général qui est au top dans les sports d'endurance en ce moment. Et on finira par un petit passage sur le triathlon avec la saison qui démarre tout doucement. Voilà pour le programme. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses à dire sur tout ça. Ça va être très intéressant. Et avant ça, j'ai pas eu le temps de mettre une petite image, mais on va donner le résultat des championnats de France de vélo qui se sont passés là. Ça s'est terminé il y a 1h30 à peu près, avec une belle victoire de Arnaud Démare, un 3e titre de champion de France qui a été réalisé de main de maître, je dirais, puisque Alaphilippe a fait une Alaphilippe en attaquant dans une côte comme une brute. Et derrière, on a Démare qui a vraiment tenu très très fort alors que c'est un sprinter. Je trouvais ça vraiment très très fort de sa part. Mais c'est vrai que Arnaud Démare, il me semble, avait identifié Alaphilippe comme entre guillemets, l'ennemi numéro un. Il l'avait affiché un peu dans les médias, disant qu'il s'attendait vraiment à ce que la menace vienne de lui. Il avait un petit peu plus peur, en fait, des 4 km de descente avant l'arrivée finale. Mais il se disait qu'avec un train solide et la forme qu'il avait actuellement, on l'a vu, il a gagné récemment plusieurs courses. Il sentait qu'il était dans une forme pour pouvoir se promener sur les tours prochains avec le maillot bleu-blanc-rouge. C'est pas de chance pour notre Alaphilippe. On aurait bien aimé le voir en bleu-blanc-rouge, Ouais. mais je pense que c'est juste partie remise pour lui. Ouais, c'était pas non plus la côte était pas non plus hyper difficile. Je pense qu'elle était un peu trop facile pour lui pour pouvoir vraiment exploser tout le. Il a explosé tout le peloton. Il y en a que 2 qui ont suivi derrière, hein, mais c'était pas suffisant pour aller lâcher des gars super en forme comme Démare et Coquard. Exactement. Dommage, du coup, comme tu l'as dit, on n'aura pas de maillot de champion de France sur le Tour de France cette année, puisque Arnaud Démare sera sur le Tour d'Italie. Et bonne transition, du coup, on va pouvoir parler du Tour de France et faire la petite preview. Déjà, moi, de mon côté, tous les ans, j'aime bien suivre un petit peu le Tour de France. Celui-là, je trouve être encore plus intéressant que d'habitude, parce que la saison 2020 perturbée, donc on ne sait pas vraiment, on a une petite idée de qui est en forme, mais ça ne veut pas dire que sur le Tour de France, c'est comme ça que ça va se passer. Et le parcours est quand même très très fun, on va vous montrer ça. Enfin, moi je suis très excité à l'idée de ce Tour de France en tout cas. Le parcours du coup, alors c'est un parcours de Tour de France, mais on pourrait presque dire que c'est un parcours de Tour du sud de la France, parce que hormis l'étape finale entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Élysées, et on pourrait dire le contre-la-montre de l'avant-dernière journée, tout le reste est dans la partie sud de la France. Bon, on comprend pourquoi, c'est aussi là qu'il y a les montagnes qui nous permettent de voir du spectacle, mais grosso modo, on se rend bien compte à quel point ce Tour de France est montagneux avant même d'aller regarder le détail des étapes. Moi, ça me plaît. Toi, Kevin, est-ce que tu penses que c'est un peu trop montagneux ou est-ce que justement ça te plaît autant en termes de spectacle ? Je dirais que c'est plutôt sympathique. On a quand même l'habitude à ce que le nord et puis l'ouest de la France soient quand même un petit peu oubliés. On voit que c'est clairement un Tour de France qui est axé sur les régions montagneuses. Tu l'as pas mis, mais c'est vrai qu'on a un seul contre-la-montre. Donc on a clairement l'accent qui est mis sur la montagne. C'est quand même quelque chose de très excitant. Il travaille un petit peu. En fait, je pense que le Tour de France voit un petit peu le Giro comme une nouvelle menace parce que le Giro l'année dernière était quand même, j'ai trouvé personnellement, un poil plus difficile que le Tour de France. Mais je pense qu'ils essaient de contre-attaquer en essayant des choses nouvelles, des étapes plus petites. La plus grande étape fait seulement 218 km, c'est la 12e étape.
Mais sinon, on a quand même des étapes qui sont quand même raccourcies, avec quand même des nouveaux cols. Et puis, voilà, des choses un peu inédites, comme des arrivées au Grand Colombier. Je crois que c'était pas encore arrivé. Ouais. Donc, ils essayent de mettre des choses un peu plus passionnantes. Donc, c'est bien, c'est un nouveau format à une période de l'année à laquelle on n'a pas l'habitude d'assister. Donc, je pense vraiment que ça peut être hyper intéressant. Ouais, moi je suis 100% d'accord avec ça. Et justement, enfin, le truc que je trouve vraiment intéressant pour ce Tour de France par rapport à ce qui s'est passé les autres années, eh bien, typiquement, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est que l'étape 2 est marquée en montagne. Et je me rappelle pas, moi qui regarde le Tour de France depuis longtemps, qu'on ait déjà vu ce genre d'étape tout au début du Tour de France, là, qui peut déjà un petit peu comme dynamiter la course au bout d'une journée, en fait. Ça- C'est sûr qu'habituellement, on a l'habitude de voir en première semaine les petits cadeaux, voilà, la mise en jambe pour les sprinteurs, pour pouvoir histoire de batailler un petit peu pour engranger des points le plus vite possible. Et après, la mission survie pour la troisième semaine pour les sprinteurs. Et là, c'est vrai que immédiatement, tu l'as dit, deuxième étape, on a, je crois, 2 cols première catégorie. C'est quand même, ça va être quand même très costaud dès le départ. Pas de mise en jambe tout de suite montagneux. Ça risque d'être vraiment super intéressant. C'est clair. Et bon, ça, je l'ai mise parce que cette étape 2, elle peut quand même être intéressante parce qu'elle va sûrement déjà définir qui va porter le maillot jaune dans les premiers instants, là, les premiers jours du Tour de France. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et c'est le genre d'étape, si on regarde celle-là et qu'on pense aussi aux étapes qui sont accidentées, qui arrivent dans les jours d'après, je pense que c'est là où on va pouvoir se faire plaisir avec un Alaphilippe, par exemple, s'il a la forme qu'il avait l'an passé. On va pouvoir voir des trucs très très cool de ce côté-là. Ensuite, du coup, eh bien, ce qui est intéressant, j'ai noté l'étape 8. Donc, on a une belle étape au niveau des Pyrénées qui arrive à Loudanvielle. Cette étape-là se termine par une descente. Et ça, c'est l'aspect qui est souvent à la fois un petit peu flippant sur le Tour de France. Parce que quand ça se finit comme ça en descente après un gros col et qu'on les voit attaquer comme des malades, t'as toujours peur qu'il y en ait un qui termine par terre. Mais en même temps, c'est pas une arrivée au sommet, mais c'est des arrivées qui sont quand même très intéressantes pour créer des écarts. Ouais, complètement. On va avoir le col hors catégorie qui, je pense, est plus ou moins au milieu de l'étape, avec un col en première catégorie, le col de Pérosourde, comme tu disais, qui arrive à la fin. Et après, ce qui peut être intéressant, notamment pour notre Alain Philippe, ce serait en effet d'avoir la dernière petite bosselette à la fin de l'étape finalement, Hmm. et finir en descente. On sait qu'il est extrêmement bon en descente. Et en huitième étape, ça pourrait être l'occasion pour lui de commencer un peu à s'afficher, même s'il a dit qu'il ne jouait pas le maillot jaune. Mais bon, c'est toujours chargé d'un petit peu de pression et éventuellement de calmer les ardeurs des autres prétendants en disant moi, je ne vise rien cette année, mis à part peut-être une étape ou deux. Mais voilà, on essaye peut-être qu'on peut mettre une petite pièce sur lui pour avoir le maillot jaune à cette période-là du Tour de France. Ouais. Et comme le dit Johan, c'est bien pour le spectacle dans tous les cas, ce genre d'étape. Au moins, il n'y a pas de hiérarchie très claire qui se dessine avant même le départ. Parfois, on voit des choses où on se dit, ouais, on sait à peu près ce qui va se passer. Là, il y en a un peu pour tout le monde. Là, un puncher comme Alaphilippe en forme peut très bien s'en sortir là-dedans. Des grimpeurs qui descendent bien comme un Bardet, s'il retrouve son niveau, peuvent aussi être bons ici. Donc ça va être pour moi une étape très intéressante. Et après, là, je voudrais rapidement aller sur la suite parce que c'est là où ça va vraiment se jouer. Il y a les Pyrénées, mais il y a une étape vraiment dure et la deuxième est un peu moins difficile. Par contre, quand on va arriver dans la dernière semaine, là, on a j'allais dire un triptyque, mais en fait, on pourrait dire, il y a 4 étapes qui sont montagneuses. Donc Lyon, Grand Colombier, ça c'est la grosse étape en termes de montagne. Si on regarde, c'est assez simple. L'étape est pas très longue, la moitié c'est du plat, mais par contre quand ça commence à monter, là c'est du 11 km à 8%, suivi directement par le col de la Biche 7 km à 9%, et on se termine ça par 17 km à 7%, le Grand Colombier. Et ça va être une arrivée qui va être très intéressante. Tu le disais, je pense que c'est la première fois que ça va arriver sur le Tour de France. Et je pense que là, on va pouvoir avoir vraiment la première étape à grand spectacle pour les favoris. Si ça se neutralise pas, évidemment. Complètement. Surtout que cette étape-là, elle est vraiment bien placée. Tu auras certainement noté, Nico, que le lendemain, c'est repos. Ouais. Donc, il y a vraiment, je pense,
tout le théâtre ici pour qu'il y ait les premières explications entre leaders. Donc ça peut vraiment être une étape de folie. Franchement, c'est clairement parmi les étapes à ne pas rater. Ça peut vraiment être hyper excitant de voir un peu ce qui va se passer parce que malgré tout, c'est une étape, on va dire, mi-longue. On est à 175 km. Donc voilà, avec quand même quasiment 100 km de plat pour laisser partir éventuellement une échappée. Et puis après, il y aura les premières explications qui vont arriver. Mais ça peut vraiment être voilà, l'occasion de marquer les esprits pour les leaders. Ouais, puis tu l'as bien dit, le point très important là-dessus, c'est que le lendemain, c'est repos. Donc, il n'y a pas il y a pas ce qui va se passer dans les 3 étapes qui suivent ensuite, où là, c'est montagne, montagne, montagne. T'es obligé de gérer un petit peu. Tu peux pas te. Enfin, après, quand on regarde à la télé, on a l'impression qu'ils se livrent à 100% tous les jours, mais il y a toujours, je pense, un petit peu de gestion quand même qui n'existe pas quand tu as la journée de repos le lendemain. Donc, si on regarde après les étapes 16, 17, 18, bah, on va pas toutes les passer en détail, mais typiquement la dernière qui va être intéressante, c'est-à-dire la 3e étape de montagne de suite et qui est aussi la plus difficile, pour moi, qui se termine à Méribel. Pourquoi la plus difficile? C'est parce que quand tu enchaînes 3 étapes comme ça, la dernière, quel que soit le plateau proposé, elle fait mal. Et là, on a quand même 1, 2, bon, le deuxième c'est un 3e catégorie, mais on a 1, 2, 3, 4 vraiment belles montées, dont un hors catégorie à la fin avec 6 km à 11% de moyenne. 11%, ça commence à faire très très mal aux jambes. Donc là, je pense que ça va pouvoir travailler très très fort à ce moment-là. Et on va voir souvent des personnes qui sont... des coureurs qui vont être fatigués et craqués à un moment ou à un autre. Là, c'est... Complètement. Bah, tu l'as dit, après, tu l'as bien dit un petit peu auparavant, les coureurs ne vont pas non plus monter à bloc et se donner à corps perdu. On reste avec des assurances, avec les oreillettes et compagnie. Donc, on est quand même bien en contrôle. On sait très bien que les mecs vont pas partir non plus et lâcher tout leur watt comme ça bêtement. Et on verra qui en aura gardé un petit peu qui en aura gardé le plus sous la pédale. Et c'est clairement cette étape-là qui peut vraiment faire du mal après avec l'enchaînement d'écoles, comme tu l'as dit. Enfin, il y en a tellement sur cette étape-là. C'est quand on voit ce qu'ils vont devoir avaler déjà la veille et l'avant-veille. Ça va être costaud. Et il y a un commentaire intéressant de Quentin qui dit en ce moment les favoris attaquent seulement à 2 km de l'arrivée. C'est vrai, mais justement sur ce type d'étape-là, c'est compliqué de le faire parce que déjà ça finit en descente. Et en plus, le dernier col, là, le col des Fleuris, il est même pas classé en fait, donc c'est pas vraiment un endroit pour attaquer. Donc si ça doit se battre, ça sera dans la montée du plateau des Glières. Et là, il reste quasiment une trentaine de kilomètres jusqu'à l'arrivée. Donc ça peut donner quand même des trucs intéressants à mon avis. Et si on va un petit peu plus loin, on va regarder moi l'étape qui presque me plaît le plus, c'est celle-ci. C'est le petit contre-la-montre qui se finit sur la planche des belles filles. Donc on connaît cette montée-là puisqu'on l'a déjà pas mal vue dans les dernières années dans des étapes classiques qui se finissaient à la planche des belles filles. Là, c'est un contre-la-montre. Le seul contre-la-montre de ce Tour de France, d'ailleurs, ça fait quand même très très peu. Et en plus, il se termine en montée. Hélas. Donc clairement, là, c'est, comme le disent certains, le parcours a été fait pour nos grimpeurs français et pour qu'ils le gagnent cette année. Ça va commencer à se voir tout ça. Non, c'est vrai que ça va être un super contre-la-montre. On est sur 36 km avec la planche des belles filles qu'on adore, clairement, avec quasiment 6 km à 8,5%. Donc, ça va être une étape de folie. Après, c'est vrai que les contre-la-montre, c'est toujours une épreuve un petit peu déjà jolie à voir. Et pour moi, c'est l'essence même un petit peu des capacités même d'un être humain, d'un cycliste. Tu es seul face à toi-même, face à ton effort. Tu dois toujours te contrôler. Et enfin voilà, là, tu peux pas te cacher. Il n'y a pas de réserve d'énergie ni quoi que ce soit. Tu dois juste tout donner. Et c'est vrai que tu connais l'histoire du Tour de France un peu mieux que moi, Nico. Tu sais qu'auparavant, il y avait vraiment des longs contre-la-montre où tu pouvais faire des 60 km, des choses comme ça. Et c'est vrai que l'orga a tendance quand même à rapetisser un petit peu ces longueurs. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. J'aime beaucoup les contre-la-montre par équipe. Je trouve ça génial. C'est tellement déjà joli à voir, beau à voir. J'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus, mais bon, c'est comme ça. Ouais, moi aussi, c'est des épreuves que j'aime beaucoup regarder. Et quand on regarde en plus ce qu'il y avait l'an passé, là, le petit contre-la-montre qui était un peu mixte, qui permettait à tout le monde de s'en sortir, là, ça a été intéressant parce qu'ils avaient trouvé un parcours où c'est un Alaphilippe qui gagne devant Geraint Thomas. Thibaut Pinot s'en était très bien sorti aussi. Donc, en gros, quand il y a des contre-la-montre un peu vallonnés, ça permet d'avoir du vrai spectacle. Après, c'est pas ce qu'il y avait dans le passé, comme tu le disais, où il y avait des contre-la-montre tout plats, où là, c'était vraiment pour les purs rouleurs et ça mettait du 2, 3, 4 minutes sur les grimpeurs.
d'un côté, c'était pas si mal non plus parce que ça permettait après de voir tout le monde s'attaquer vraiment fort dans la montagne. Mais bon, c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Dans tous les cas, moi je pense qu'on a quand même un parcours qui est intéressant. J'ai hâte de voir ça. En plus, il y a un gros plateau, bah, comme tous les ans, mais là, je pense que le plateau du Tour de France est encore plus gros, même si c'est un petit peu réduit de quelques noms il n'y a pas longtemps. On en reparlera. Mais c'est quand même on va y venir tout de suite de toute manière. Mais sur la suite, là, si on regarde les favoris, on peut mettre des noms, mais on va surtout mettre des équipes. Et bah, on peut pas mettre d'autres équipes favorites que Jumbo et Ineos. Pour moi, il y a quand même 80 à 90% de chances que ça soit chez eux que ça se gagne. On va garder le 10% de chance restant pour un petit Français, mais bon, c'est des armadas, quoi. C'est des équipes qui sont ultra fortes par rapport aux autres, quoi. Complètement, on a vu la Jumbo qui a impressionné, mais et qui a écrasé le critérium du Dauphiné, qui s'est déroulé la semaine du 12 au 16 août avec Roglic qui était en tête, qui a dû se retirer suite à une chute avant la dernière étape. Et sinon, on a vu la maîtrise quand même de cette équipe avec honnêtement des coureurs qui sont surpuissants. Enfin, je veux dire, quand on voit que Dumoulin s'est mis au service, on va dire plus ou moins, de Roglic, rien qu'avoir Dumoulin, qui pour moi est un des meilleurs cyclistes au monde, c'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est bien parce que ça va apporter un peu de renouveau aussi, un petit peu au Tour de France je sais pas toi Nico, mais moi l'hégémonie un petit peu d'Ineos commençait à me peser un petit peu parce que ça rendait les courses parfois un peu tristounettes. On savait qu'il y avait un contrôle de la part de cette équipe-là. On a eu un petit vent de fraîcheur avec la Quick Step l'année passée. Même chose cette saison avec un peu plus, voilà, avec peut-être la Quick Step et Jumbo, ce serait vraiment cool. Après, la question pour moi, c'est est-ce que Jumbo va pas faire une Ineos? Parce qu'ils ils semblent tellement forts, même si ils ont perdu peut-être Kreuzweig pour le Tour de France. Je ne suis pas sûr que l'info soit validée, mais ils ont quand même une équipe très très forte. Donc le risque, c'est qu'ils nous fassent une Ineos. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que ça risque d'être équilibré. Je vois pas non plus la team Jumbo Visma écraser le tour comme a pu faire auparavant Ineos. Je pense qu'ils ont des énormes individualités. On l'a vu avec Roglic, Dumoulin, Van Aert aussi qui sera là. Kruijswijk qui est absent, donc ça peut redistribuer un petit peu les cartes. Je vois vraiment plutôt quelque chose d'équilibré plutôt qu'une mainmise sur le tour. Et j'allais justement le dire, enfin Intax nous a dit dans le chat, et ne pas oublier la FDJ. C'est vrai que la FDJ, chaque année, ils ont une équipe qui est de plus en plus forte. Et ils n'ont pas à rougir beaucoup en fait. Quand on regarde, on a Thibaut Pinot en haut de l'équipe, mais après les lieutenants, quand on a un David Gaudu, Rudy Mollard, ce genre de Sébastien Reichenbach, t'as vraiment du monde qui est solide derrière aussi. C'est peut-être un cran en dessous, mais ils ont vraiment une belle équipe aussi. Mais surtout qu'ils vont pas se perdre forcément. Je les vois pas aller se perdre à aller gagner des étapes ou à dépenser de l'énergie un petit peu à tirer l'arigot comme ça. Je les vois vraiment se concentrer sur Thibaut Pinot pour qu'il puisse accrocher à minima, j'ai envie d'espérer plus, mais à minima le podium. On sait que ce qui lui fait défaut, c'est souvent sa petite condition physique qui peut lui faire du mal dans les troisièmes semaines. On ne sait jamais. C'est quand même un des meilleurs cyclistes au monde, Thibaut Pinot. On ne sait jamais ce qu'il peut nous réserver. On espère juste que cette saison sera la bonne. Mais c'est vrai que quand on voit l'équipe qui est autour de lui, on peut avoir de bonnes espérances pour lui. Moi, c'est ce que je m'étais noté au final. Pinot sur le podium, s'il tient 3 semaines. Parce que, honnêtement, vu ce qu'il a montré les années passées, même ce qu'il a montré là sur le Dauphiné, il n'a pas à rougir des autres. Et je le vois clairement sur le podium. Mais il faut quand même pas oublier que la moitié du temps, à peu près, il finit pas ses grands tours. Et s'il finit, il a des défaillances qui, au dernier moment, font que il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait. Donc, j'espère vraiment que cette année, on va le voir, quel que soit le résultat, on va le voir à 100% jusqu'au bout. Et puis, on pourra dire, s'il a perdu, il y avait meilleur que lui ou pas. Mais le voir s'arrêter à cause d'un problème physique, c'est chiant quand c'est à regarder, honnêtement, c'est frustrant. Plus pour lui que pour nous, mais en tant que pour le spectacle, c'est vraiment chiant aussi. Complètement. Quand on voit qu'il arrête l'année passée sur abandon pour un problème musculaire, mais qui est rarissime en fait pour un cycliste, c'est quand même assez rageant. Après, le critérium du Dauphiné nous a apporté quand même pas mal d'infos. On voit qu'il finit deuxième à 29 secondes de Martinez. Ça a été intéressant.
lui-même se définissait pas non plus dans une forme étincelante. Hmm. À la fois, Robin Bardet nous a quand même accordé, enfin pas à nous, mais a accordé une interview en disant que tout le monde avait joué un peu pour lui, un peu l'aide un peu franco-française pour Thibaut Pinot. Il n'était pas à fond, mais à la fois, il a reçu des aides un petit peu extérieures. Voilà, c'était quand même de bon augure. On espère qu'il va pouvoir nous régaler pendant le Tour de France si en effet il n'a pas de problème musculaire. Ouais, je doute pas trop qu'il puisse nous régaler au moins. Bah, puis la motivation, c'est que quand même la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, le contre-la-montre, c'est chez lui. Je pense que là, il va avoir envie d'être. Si jamais il est dans le coup à ce moment-là, là, va falloir faire attention parce que Thibaut Pinot à la maison, je pense que comme certains le disent, mentalement, il est un petit peu plus à avoir des hauts et des bas que d'autres qui sont des robots comme chez Ineos, comme on les connaît. Mais Ouais. un Thibaut Pinot, il a des hauts et des bas, mais par contre, un jour comme ça à la maison, ça peut faire très très mal s'il est dans le coup. Et tu l'as dit, c'est clairement un ancien champion de France de contre-la-montre, donc il connaît l'effort. Il sera plus ou moins chez lui, il aura envie de briller. Et puis, et quand même que Froome ou des gars comme ça étaient vraiment surpuissants en contre-la-montre. Froome ne sera pas là, Mm. donc ça laisse peut-être un peu plus de place à Thibaut Pinot. Pareil, du Moulin qui ne sera pas normalement leader pour la Jumbo, À qui est vérifier ça. pareil à vérifier, bien sûr, et qui est pour moi un expert de l'exercice seul. Voilà, j'espère vraiment qu'il puisse tirer son épingle du jeu lors de cette étape avec la planche des belles filles. Et du coup, tu as cité un nom qui m'a sonné à l'oreille, le nom de Froome. Tu aurais pu aussi parler de Geraint Thomas. On ne les verra Exact. pas sur le Tour de France. Bon, on a vu les petits messages qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux en mode j'ai décidé de ne pas participer au Tour de France. Bon, on sait tous que la décision, c'est pas eux qui l'ont prise. Là, c'est l'ami Dave Braceford derrière qui a dit désolé les mecs, vous n'êtes pas assez forts pour nous. Vous pouvez, vous pouvez pas emmener assez longtemps dans la montagne. C'est quand même assez impressionnant de prendre ce genre de décision. En même temps, pour moi, je pense qu'elle est quand même assez logique parce que tu prends le risque avec des ex-vainqueurs du Tour de France que s'ils aient le moindre doute sur leur forme, qu'ils aient une chance de gagner, surtout un Froome qui s'en va à la fin de l'année, il se décide de dire bon bah désolé les gars mais je joue ma carte, tant pis pour vous. Donc au moins il y aura pas ça, là ils vont avoir une équipe tournée autour de Bernal et ça va être clair. Ouais, complètement. Je sais pas ce que tu en penses, mais je me dis que Froome est beaucoup trop, peut-être pas charismatique, mais trop important, trop imposant dans cette équipe pour être simplement coéquipier. Je le vois pas du tout porteur d'eau pour quelqu'un d'autre dans ton équipe. Et ça pouvait quand même être difficile à gérer quand tu as une personne comme ça, une personnalité aussi importante, de lui dire, bah, écoute, non, tu seras simplement équipier et tu vas essayer de faire le mieux pour Ineos. Je pense que même s'il avait accepté Froome, je pense qu'il aurait voulu tenter quelque chose pour prendre la main et forcer un peu Hmm. la main pour l'équipe Ineos. Maintenant, à voir ce qu'ils vont les réserver pour les autres grands tours. Donc, voilà. Je pense qu'il sera présent en tant que leader ailleurs. Ouais, Mais pour le Tour de France, il devra retenter sa chance avec notre équipe Israël Startup, c'est ça? ouais, Donc, exact. je ne connais pas bien le nom. Donc, voilà, je pense que ce sera pas pour cette année pour lui. Enfin, c'est sûr pour le Tour de France, mais peut-être l'année prochaine. Après, comme le dit Vince, je trouve ça aussi intéressant, c'est qu'ils ont mis Carapace à voir comment il accepte d'être équipier. Parce que c'est quand même aussi un coureur en devenir qui peut, s'il est en grande forme, jouer les premiers rôles. Donc ils peuvent très bien, en plus c'est un tempérament latin un peu plus bouillant qu'un peut-être dans le moment. Donc ça peut être, je pense qu'il y a quand même des petits revirements de situation qui peuvent arriver dans ce tour. Là, c'est pas écrit à l'avance qu'on est Bernal, Roglic comme leader. Dans les deux équipes, il y a du monde qui est très très fort. Donc à voir aussi comment les équipes vont gérer ça et le fait d'avoir une très grosse équipe, parfois ça peut se retourner aussi dans l'autre sens si tu as trop de monde en forme qui est au même niveau. Après, c'est vrai que Richard Carapaz, quand même, vient de la Movistar. Donc, la première année, c'est quand même difficile d'aller à l'encontre de tout ce qu'on a prévu. Je pense qu'il va rester calme pour cette première saison. Après, il est encore jeune, il a 27 ans. Mm. Certainement qu'il a des ambitions. Mais côté Ineos, je pense certain que l'avenir, c'est pas qui que ce soit d'autre que Bernal. Je le vois bien faire une cinquaine d'années comme ça, à gagner des tours encore et encore. Donc à voir, en effet, ça peut être intéressant. Il a quand même fini troisième du Tour de Pologne, notre ami Carapace. À voir. Ouais.
Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour là sur le Tour de France. On a d'autres sujets chauds, donc on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. De toute manière, on en reparlera parce que là, le Tour de France n'a même pas commencé. Donc c'est sûr qu'on va avoir encore plus de trucs à dire d'ici quelques temps quand ça sera lancé. Ça démarre samedi prochain, donc ça arrive vite et moi, j'ai hâte de suivre tout ça. On va passer donc au deuxième sujet. Le deuxième sujet, au final, c'est l'athlétisme. Donc on va parler pour commencer, du gros record qui est tombé la semaine dernière, le record du monde du 5000 mètres qui a été battu par Cheptegei, l'Ougandais, en 12 minutes 35. Jusque-là, il était en 12,37 et des brouettes. C'était Kenenisa Bekele qui l'avait battu en 2004, il me semble. Ça, c'était l'époque où j'ai démarré l'athlétisme. Donc, j'ai démarré en regardant ça. J'ai rêvé en regardant ce genre d'allure. Au final, battu aujourd'hui par Cheptegei. Donc, si on regarde un petit peu le détail, 12,35 sur un 5000 mètres, ça fait 2,31 de moyenne au 1000 mètres. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir à 2,31 au 1000 mètres, même sur 100 mètres. Eh bien, c'est une allure qui est assez impressionnante. Se dire qu'il l'a tenu sur 5000 mètres, c'est difficile de l'imaginer en fait pour moi. En fait, je pense qu'on ne réalise même pas ce que représente ce genre d'allure. Il faut vraiment faire de la séance très poussée sur piste pour espérer voir ce genre de chronomètre à une montre. C'est incroyable. Et se dire que Cheptegei, 23 ans, arrive à tenir ça sur autant de distance, c'est monstrueux, quoi. C'est incroyable. C'est époustouflant, comme tu le disais. C'est un record qui datait de 2004, c'est ça, Bekele? On s'attaque quand même à une montagne. Ouais. J'en ai eu le souffle coupé. Après, c'est vrai qu'il est quand même habitué habitué plus ou moins à faire de grandes courses, à être très très rapide sur courte distance. Hein, c'est là qu'il s'exprime le mieux. Mais on pensait vraiment pas le voir tomber. Après, avec l'actualité, on sait que tous les records sont faits pour être tombés actuellement. Mais voilà, très surprenant malgré tout. On va aller voir rapidement du coup son profil au final à Cheptegei, puisque si on regarde rapidement, ce que je voulais voir, c'était sa progression. Il n'est pas sorti de nulle part. Hein. C'est un athlète qui est en progression depuis plusieurs années. Et si on regarde la distance sur laquelle on parle, eh bien, on peut se dire, oui, il y a un gros gap entre 2019 et 2020, puisqu'il passe de 12,57 à 12,35. Ça fait quand même 22 secondes de gagné. À ce niveau-là, c'est monstrueux. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que son 12,57, il s'est réalisé sur une course tactique. Donc, il en avait clairement sous le pied en termes de chrono. Et surtout, si on regarde un petit peu plus dans le passé, eh bien, on peut voir qu'en 2016, il était déjà à 13,00. Donc, au final, sa progression de 25 secondes, là, si on la prend ici, elle est entre 2016 et 2020. Elle n'est pas juste d'une année sur l'autre. Je pense que c'est rare, en fait, sur le plateau international, d'avoir des courses comme ça qui sont emmenées vraiment sur des rythmes avec un athlète qui a la forme pour le tenir, parce que un point qui est important, c'est que cette année, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition internationale. Donc, les athlètes n'ont pas forcément de pic de forme pour ces compétitions. Et ça leur permet d'être, du coup, bien meilleurs sur la préparation d'un meeting, de cibler une compétition et de dire « Ok, je vais aller cibler ça et je vais faire ma meilleure course à ce moment-là. » C'est ce que Bekele, d'ailleurs, avait fait il y a quelques années. Là, il avait profité de sa forme juste après les championnats du monde pour faire un chrono. C'était rare ces dernières années que ça arrive. Donc là, je ne suis pas étonné, pour moi en tout cas, de la progression de Cheptegei. Ouais, complètement. C'est ce que tu disais. Moins on a de cours, je pense que mieux on est préparé. Certainement moins de pression aussi, parce qu'on était sur une épreuve qui était non officielle. On n'est pas sur un championnat du monde ni quoi que ce soit. Donc voilà, tu cours un peu plus libéré. C'est sûr que lorsque tu arrives en finale, par exemple, d'un championnat du monde de peu importe, même pour les Jeux Olympiques tactiques, c'est quand même assez rare que, ça peut arriver, mais que tu puisses battre des records du monde ou des choses comme ça sur des finales. C'est assez rare que ça arrive finalement en finale. Donc voilà, détendu, il avait ciblé cette course, il avait tout mis en œuvre pour pouvoir tenter ce record du monde. Il a réussi, bravo à lui, c'est énorme. Après, comme tu dis, il ne sort pas non plus de n'importe où. Hein. Il avait gagné quand même les championnats du monde junior, championnat du monde de cross-country à Aarhus au Danemark en 2019, un championnat du monde d'athlétisme en 2019 sur 10 000 mètres encore à Doha. Enfin, c'est monstrueux. C'est un palmarès qui est déjà énorme à seulement 23 ans. Ça fait peur pour la suite. On voit qu'il est encore sur les courtes distances. C'est trop tôt, j'imagine, pour le voir passer maintenant sur marathon. Je pense que c'est clairement trop tôt, mais j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir arriver sur les longues distances et se battre un peu avec tout le monde. Après, au final, j'ai regardé un petit peu parce que moi aussi, je me disais, il est jeune et
il peut encore nous descendre ça pendant plusieurs années. Et puis j'ai fait le comparatif justement avec Bekele. Et si on regarde Bekele quand il a battu son record du 5000 mètres et du 10 000, là c'est à la même époque, il avait 22 ans. Donc au final, on se rend compte qu'avec ces athlètes kenyans, éthiopiens, ce qu'on pense un petit peu de leur âge et de dire ah ils sont jeunes donc ils vont encore beaucoup progresser, ils sont déjà tellement forts dans leurs jeunes années que pour eux à 22-23 ans ils sont déjà presque ou ils sont déjà à leur pic en termes de carrière au final. Mhm. Tu penses qu'à 23 ans, 24 ans, tu es au maximum de ta vitesse? C'est sûr que c'est complètement différent de nos standards, nous, européens, où on se dit que, honnêtement, jusqu'à 30 ans, tu peux encore largement gagner en vitesse. Ils ont des standards peut-être un petit peu différents. C'est impressionnant à voir, du coup, s'ils montent un petit peu plus tôt sur la plus longue distance. Ce serait, enfin, voilà, je suis toujours excité sur marathon de voir ce que ce genre d'athlète peut donner. C'est toujours hyper intéressant. Ouais, parce que on le voit au final sur marathon, ceux qui sont vraiment au top du top, c'est ceux qui ont été bons sur les courtes distances avant. Quand on regarde un Kipchoge et un Bekele, bon ils ont été sur le 5000, 10 000 les meilleurs ou parmi les tout meilleurs pour Kipchoge. Et quand ils arrivent sur marathon après, quand tu as cette réserve de vitesse, ça te permet forcément d'être un cran au-dessus de ceux qui vont direct sur marathon, qui vont peut-être avoir. Pour nous, ça paraît très vite, mais un Ouais. gars qui a un record à 27-30 au 10K, oui, c'est très vite, mais ça te laisse une minute de moins que les Bekele et Kipchoge sur un 10 000, et ça joue forcément à la fin, quoi. Ouais, complètement, complètement. C'est sûr qu'avoir une base à ce niveau-là, ça va te permettre, mais pas forcément t'assurer d'arriver au top niveau, hein. Je vois par exemple Mo Farah, qui malgré tout est un athlète mais phénoménal. On en dit ce qu'on veut par rapport à son entourage un petit peu bizarre, on va dire. Mhm. Mais on voit que sur marathon, c'est pas encore ça pour lui. Pourtant, il est dans l'âge pour pouvoir réussir. Et pour le prochain marathon de Londres qui sera réservé uniquement aux professionnels, aux coureurs pro, il ne sera un petit peu que faire valoir, Mhm. animer un petit peu la fameuse explication entre Bekele et Kipchoge. Après, lui, c'est vrai qu'il est déjà qualifié. Je pense que c'est une course qualificative. Il est déjà qualifié, donc il a peu de pression. Mais c'est vrai que le voir cantonné à un rôle de pacer, Mo Farah, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu étonné. C'est toujours voilà, un petit peu. J'aurais voulu qu'il se mêle à la bataille, même s'il est quand même un cran au-dessous des deux extraterrestres que sont Bekele et Kipchoge. Moi aussi, j'aurais aimé le voir se batailler avec eux, mais avec un pacer comme ça, là, on sait que ça va envoyer du gros. Là, je l'ai déjà dit, mais j'espère vraiment que Bekele, justement, qui est un petit peu parfois susceptible aux blessures, va pouvoir arriver au top de sa forme et qu'il y ait une vraie bataille, parce que celle-là, ça fait tellement longtemps qu'elle se dessine, mais qu'on n'a pas encore eu la chance de la voir avec les deux à 100%. Si ça arrive, ça va être très très bon à suivre. On croise en effet les doigts pour qu'ils se blessent pas. C'est toujours son petit problème, mais ils ont chacun des records espacés de 2 secondes. Et c'est une course. Finalement, ça va être rapide à regarder. Il y aura que 2 heures à passer devant l'écran d'ordi, donc ce sera pas très long à regarder et ça va vraiment être hyper excitant. Je pense honnêtement sur un nouveau record. À voir, à voir. Je pense que ça peut être le théâtre à Londres, selon une météo qui peut éventuellement jouer en faveur des coureurs. Il peut y avoir un nouveau record du monde Ouais. sur une bagarre entre ces deux garçons-là. Clairement, je pense que c'est possible aussi. Et avant de clore le chapitre 5000 mètres, je voudrais te poser une petite question, un peu polémique, il est vrai, mais je trouve qu'elle est intéressante. C'est si on regarde cette chaussure, qui est la Nike Zoom X Dragonfly. Donc on a eu pas mal de polémiques sur la route avec notre Next Percent et la Alpha Fly. Là, on a une chaussure qui reprend un petit peu cette philosophie pour la piste, en respectant les règles de la piste, mais avec de l'utilisation du Zoom X. Enfin bref, ils ont essayé de faire une chaussure qui fait gagner du temps sur la piste aussi. Est-ce que tu penses, toi, que ça a pu jouer dans le record du monde de Cheptegei, ce genre de technologie? C'est quand même difficile à dire. En fait, il faut savoir qu'à la base, la chaussure, c'est écrit dans le règlement, est quelque chose qui doit apporter une protection à celui qui l'utilise et non pas un avantage. Je pense qu'à partir du moment où cette loi a été brisée depuis bien longtemps, c'est pas Nike qui vient de briser cette règle-là. Adidas, lorsqu'ils sont arrivés, bon, c'était pas sur piste, mais sur route, avec le boost, pour moi, était un avantage incroyable. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre quand on voit la. Alors, il y a deux versions de la Dragonfly. Il y a celle qui est sans coussin ressort. Celle qui est avec un coussin me gêne un petit peu
Maintenant, je vois pas forcément tous les athlètes l'utiliser, donc je sais pas si elle t'apporte réellement quelque chose. C'est, je pense de toute façon, des technologies nouvelles qui arrivent dans le sport. On peut soit se dire, bah, c'est pas bien, c'est quelque chose qui est pas propre. De toute façon, nos chaussures d'aujourd'hui sont meilleures que celles d'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, je pense qu'on aura encore des technologies qui seront encore meilleures pour aider encore les athlètes à battre leur chrono. Je pense qu'il faut juste accepter, définir des règles, des standards. Ils ont défini des règles sur la hauteur de la semelle qui ne doit pas dépasser 25 mm sur piste. Écoute, si ça suit ces règles-là, ben, il faut l'accepter tout simplement. Et puis, de toute façon, toutes les marques s'y mettent. On voit que Hassan Chadi n'était pas forcément heureux de Ouais. l'arrivée des plaques carbone dans les chaussures, même si ça existait déjà il y a une dizaine d'années. Mais au final, on va pouvoir le voir courir, et je lui souhaite, sur les Adidas avec une plaque carbone. Donc voilà, enfin, c'est juste accepter, vivre avec son temps, et puis voilà, accepter les nouvelles technologies. J'ai pas forcément de problème à utiliser ce genre de chaussures. Je pense que ça l'a aidé, sinon il ne l'aurait pas utilisé, mais je vois pas forcément tous les athlètes l'utiliser. Donc Mm, voilà, mm. Et avant de clore ce petit question 100 de 000 marque. mètres, je voudrais pas manquer quand même de préciser quelque chose, parce que c'est passé inaperçu, parce qu'on a un record du monde pour Cheptegei, mais on a côté français Jimmy Gressier qui a fait 13 minutes 15, 77 centièmes. Évidemment, Ouais. c'est pas un record de France, c'est pas un record, enfin, il y a rien à en tirer en termes d'aspect médiatique, mais c'est quand même une très belle perf. On a un athlète qui, côté français, est en progression d'année en année. J'ai hâte de le voir continuer cette progression parce que c'est fait de manière intelligente, c'est bien partagé sur les réseaux, donc en plus on peut le suivre ça, c'est un peu une nouveauté par rapport à tous les athlètes précédents, donc je trouve ça très cool Complètement. de le suivre de mon côté. Ah ouais, exactement. C'est ce que je voulais faire ressortir avec Jimmy Gressier. C'est déjà, il a 23 ans, comme chez Cheptegei. C'est encore très très jeune. C'est quelqu'un qui est vraiment accessible. Et pour faire l'équivalent un petit peu avec où on voit par exemple Lionel Sanders qui partage énormément, que Jimmy partage énormément de choses sur les réseaux. Mhm. Et c'est cette vision un peu accessible, le fait qu'il voilà, qui cache rien, qui nous montre sa vie. Moi, je trouve que c'est un athlète. Enfin, moi personnellement, j'adore ce gars-là. Je le connais pas, mais je l'adore parce que je vois sa vie, je vois ce qu'il fait. Je le voyais d'ailleurs faire un petit peu n'importe quoi au niveau nutrition il y a quelques années. Je pense qu'il tend un petit peu à s'améliorer. On le voyait après des séances s'envoyer des McDo ou des pizzas. Je pense que là, il est en train d'assainir un petit peu tout ça. Et c'est un athlète qui peut réellement faire beaucoup de mal. Alors, c'est vrai que c'est un peu franco-français, cocorico. Voilà, c'est un petit gars de chez nous qui vient de Boulogne, qui était à la base destiné pour le football, qui vient sur le run. Et c'est un vent de fraîcheur Mm. sur l'athlétisme français. Moi, c'est un de ceux que j'aime beaucoup suivre avec aussi Julien Wanders, même si Ouais, là, on va pas parler de sa performance parce que sur piste, honnêtement, il est jamais au niveau par rapport à ce qu'il vaut sur route. À savoir pourquoi, il faudrait creuser. Je pense que lui-même ne le sait pas. Mais c'est aussi un athlète qui est très intéressant à suivre pour ça, parce que, encore, la manière dont il a choisi d'aller vivre au Kenya et de faire tout comme les Kenyans prouve que ce n'est pas forcément uniquement la génétique, comme on pourrait le dire. C'est tout ce que tu fais autour de l'entraînement, de dédier 1000%. Quand on voit ce qu'il fait, quand on le suit, il dédie toute sa vie à ça. Il est dans le même environnement et il reproduit des perfs qui sont pas dignes du meilleur des Kenyans, mais dignes des Kenyans en général au final. complètement, complètement. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien le voir un petit peu plus concrétisé parce que c'est un athlète qu'on aime bien aussi. Il est alors franco-suisse, je crois, parce que Ouais. je crois que sa maman est française. Je crois, je me trompe peut-être. Mais ouais, on aimerait bien le voir concrétisé. Après, juste pour revenir un petit peu sur Jimmy, ce serait aussi intéressant enfin, on le voit, il est déjà passé sur route. Moi, j'ai eu la chance de le croiser à la corrida de Houille, et on voit en fait ces chronos qui sont quand même impressionnants. Il était un petit peu déçu de la corrida de Houille l'année passée, où finalement, il a vu qu'il n'avait pas eu de soutien de la part des autres. Je crois que c'était avec deux Kenyans avec qui il se disputait, Mm. pardon, la victoire. Mais avec un chrono quand même stratosphérique, je crois qu'il fait troisième seulement, et il fait troisième en 27,43, améliorant de 30 secondes son chrono de l'année passée, aussi bien que sur piste avec ce monsieur. J'en attends beaucoup pour la suite. Ouais, ouais, moi aussi. Puis, comme tu le dis, là, on parle d'athlètes qui sont jeunes, hein. On parle d'athlètes qui ont pas mal d'années devant eux pour réussir. Donc, ça va être. T'as le droit aussi de faire des erreurs, des courses moins bien, de pas toujours être à ton niveau. Mais tout ça, ça les construit. Et on sait que. Puis, j'ai pas de doute sur ces athlètes-là qui vont performer dans les prochaines années. Là, ils en sont au stade où justement, faut travailler pour y arriver. En parlant de construire et de perfs très très bonnes,
On va passer à notre focus numéro 3 qui est toujours sur l'athlétisme, même si on va élargir un petit peu sur les sports d'endurance en général, avec la Norvège au sommet, puisque on le voit là ces dernières années, les Norvégiens dans tous les sports d'endurance sont là à chaque fois. Hein. Et on en a eu encore une fois la preuve avec, j'aime l'appeler le prodige norvégien, Jakob Ingebrigtsen. Je pense que je l'ai bien prononcé parce que c'est pas facile, avec son chrono de 3 minutes 28 et 68 centièmes, record d'Europe déjà. Il a battu le record d'Europe qui était propriété d'un certain Mo Farah. Donc même si c'était pas sa spécialité, le 1500 mètres, il se débrouillait très très bien sur la distance. Et 3,28, c'est juste à 2 secondes du record du monde. Donc là, on est sur des chronos qui sont exceptionnels. Passer sous les 3,30, honnêtement, tous les athlètes qui l'ont fait sont dans un... C'est le Gotha mondial. Quand réussir ça, c'est avoir réussi sa carrière presque sur cette distance. Complètement, complètement. Tu vois des athlètes qui prient juste pour une fois passer sous le 3,30 sur 1005. C'est monstrueux. Il est capable de nous faire ça à 19 ans, battre le record de Mo Farah qui date de 2013, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, ça nous laisse juste sans voix. Ce garçon est plein de promesses. On voit qu'il aime aussi aller un petit peu sur route, où il a déjà participé à quelques petites courses. C'est une grande promesse de l'athlétisme. Et c'est bien aussi, à l'instar de Duplantis, de Jimmy Gressier, de voir tous ces nouveaux qui arrivent, qui pètent absolument les chronos, mais sans aucun stress, sans se mettre de pression. Ils arrivent sur les compétitions, on sent que c'est frais. Les mecs ont envie, ont faim. C'est vraiment génial de voir ça. Après, c'est pas non plus un nouveau venu. Hein. Il était quand même double champion d'Europe en 2018 à Berlin. Exactement. Sur 1005 et sur 5000 à 17 ans, en battant des costauds. Justement, vu que tu nous en parles, je vais passer rapidement sur son profil parce qu'il est impressionnant. Si on regarde, il est né en 2000. Penser qu'un athlète de cette trempe est né dans les années 2000, c'est quand même assez fou de se le dire comme ça. Et si on regarde sa progression, moi j'ai noté 2-3 choses. Typiquement, si on regarde rien qu'en 2014-2015, il était minime à cette époque-là, quand on regarde en termes de performance. 3,48 au 1500 mètres en minime. Sachant que pour avoir vraiment analysé cette situation, leur père les a pas mal bridés dans leurs premières années. Même s'il les a entraînés fort, il les empêchait de s'entraîner comme des seniors pour éviter de les cramer. C'est pour ça que pour moi qu'on le retrouve aujourd'hui à ce niveau-là. Mais même en s'entraînant pas encore comme un senior, 3,48 au 1500 mètres, ça commençait déjà à être très solide. Et puis chaque année, 3,42, 3,39. 2018, il était déjà en 3,31 à 17 ans, je pense. C'est monstrueux. Et il a tourné autour de ces 3,30. Donc, c'est logique aujourd'hui qu'il y arrive et qu'il gagne cette petite seconde. Même si j'imagine tellement le travail qu'il faut pour aller gagner la petite seconde qui te permet de passer sous les 3 minutes 30 que c'est jamais garanti d'avance, même en ayant le niveau. Il faut tellement réussir la course pour réussir ce genre de chrono. C'est assez fou. La chance qu'il a eue, c'est que malgré tout sur cette course-là, il n'était pas leader de la course. Hein. Il a quand même eu un Kenyan qui lui est passé devant, Timothy Cheruiyot, si je le dis bien, qui pareil finit en 3,28 et un petit peu moins. Je n'ai pas le chrono exact en tête. Mais l'avantage de toujours avoir quelqu'un devant soi sur piste, ça te change absolument tout parce que tu restes focalisé sur la nuque de la personne qui est en face de toi. Le seul objectif, c'est de te dire je ne lâche pas, je reste fixé sur cette nuque et je ne lâche rien. Je pense que ça l'a forcément aidé à aller chercher ce chrono clairement. Et la question là qu'on a maintenant et qui est posée dans le chat mais qui se pose au final, c'est est-ce qu'on le voit dominer l'athlétisme, le demi-fond et potentiellement le fond dans le futur? Est-ce que toi tu le vois dominer l'athlétisme dans les prochaines années? Parce qu'il a 20 ans, enfin même pas, je crois qu'il a encore, pour l'instant il a 19 ans d'ailleurs. Ouais, 19 ans. 19 ans. En fait, j'ai envie de dire, qui d'autre que lui en fait? À cette heure-ci, mis à part des athlètes qui sont déjà confirmés et qui peuvent éventuellement encore donner quelque chose. Mais d'ici 2 ans, 3 ans, on voit que ce bonhomme est déjà largement au-dessus. Et il est en train de casser tous les chronos sans aucune pression. Et j'ai l'impression qu'il adore aussi s'entraîner, il adore courir, il est toujours avec ses frères, il communique énormément. C'est une affaire un peu familiale. J'ai envie de dire, qui d'autre que lui pour gagner les courses à venir? Déjà en Europe, on n'en parle pas. Voilà, il y a quand même un fossé entre lui et les autres pour l'instant. Au niveau mondial, à voir, parce qu'on a toujours des Kenyans, des coureurs un petit peu qui pop-up de ces pays-là, d'Afrique. Donc, voilà, il y a quand même un potentiel énorme pour dominer les disciplines dans les quelques années à venir. Apparemment, il a refait 3,30-75 aujourd'hui, donc j'avais pas de doute que ça soit son niveau et que c'est pas une course où il excelle parmi tant d'autres, mais
aligner les chronos autour des 3:30, c'est quand même. À part un certain Hicham El Guerrouch à une certaine époque, y en a peu qui l'ont fait quand même, hein, d'enchaîner les chronos de ce type-là aussi. Et Ouais. moi, ce que je trouve intéressant avec lui, je prévois de faire une vidéo là-dessus parce que je trouve ça. L'histoire est magnifique. Même certains l'apprécieront d'une manière ou d'une autre, mais depuis gamin, les frères Ingebrigtsen sont programmés pour réussir et le père les a entraînés depuis tout petit. Et on voit en fait que la fratrie et le fait que le père les entraîne de la même manière, mais en améliorant le processus de chacun au final, on voit que le grand frère est le moins bon des trois. Ensuite, et puis Jacob a suivi tout ça et a profité de tout ce que le père a appris pour récupérer l'entraînement le plus optimal pour lui. Et à la fin, ça paye. Il a peut-être pas le profil. Enfin, génétiquement, je pense qu'ils sont quand même assez proches, les gars. Donc, on peut pas parler entre eux d'une différence monstrueuse de ce côté-là. Donc, on a vraiment la preuve, je trouve, que l'entraînement, s'il est fait d'une certaine manière et qu'il est fait assez tôt pour développer tout ça, parce que si tu démarres à 40 ans, faut oublier. Mais quand tu démarres à 5 ans, comme ils ont démarré, et tu arrives à quelque chose d'assez exceptionnel à la fin. C'est une histoire que j'aime beaucoup personnellement. Exactement. Après, est-ce que les Norvégiens ont trouvé une nouvelle technique de s'entraîner? Parce qu'on voit vraiment les athlètes norvégiens sur les sports individuels exploser au plus haut niveau. Il y a peut-être quelque chose de nouveau dans ces pays nordiques-là, à voir ce qui se passe. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord sur ton analyse avec toi, Nico. Ça tombe bien parce que ça, c'est la question qu'on va aller voir juste après. Avant ça, je voulais remettre rapidement ce que Jacob Ingebrigtsen nous a dit après la course au final. Cette année, je n'ai manqué aucun entraînement parce que j'étais très motivé après Doha. Ne pas oublier la déception, déception pour lui, hein, mais il finit 4e et 5e à Doha des courses auxquelles il a participé, le 1500 et le 5000 mètres au championnat du monde, sachant qu'il venait pour des podiums, voire pour la victoire. C'était très décevant. À 18 ans, c'est une déception toute mesurée de finir en finale de ces courses, mais quand même. Et du coup là, ça l'a motivé pour cette année. Et il dit, c'est pour ça que j'ai couru vite. Et c'est incroyable de courir aussi vite. C'était la course pour le faire, la chance de le faire. Moi, je vois deux choses là-dessus. Le fait que Monaco soit tous les ans la course, enfin, une des courses en tout cas les plus rapides. Je trouve que, je sais pas, je connais pas l'organisateur, mais je trouve qu'ils arrivent toujours à tout faire avec les bonnes personnes en forme, à les motiver pour venir, à mettre les bons lièvres qui vont gérer la course comme il faut, parce que tu peux être en forme pour atteindre ces chronos-là, les lièvres sont quand même très importants. Et si tu mets des lièvres qui gèrent très mal en partant trop vite, tu flingues la course de tout le monde. À Monaco, c'est toujours géré parfaitement de ce côté-là. Et c'est beau à voir que d'année en année, on peut regarder ce meeting en se disant je sais qu'il va se passer des choses, je sais que ça va être très très cool au final. Et le deuxième point, c'est ce que je voulais te poser comme question, Kevin, c'est que moi j'ai trouvé du Michael Phelps dans sa déclaration en fait. Cette année, j'ai manqué aucun entraînement. Je me suis entraîné comme un fou, j'étais motivé à chaque entraînement. Ça, on l'a vu chez Phelps à l'époque et on sait ce que ça a donné. T'as fait quoi pour te préparer pour les JO? Ça fait 2 ans que j'ai pas loupé un seul jour d'entraînement et je suis là tous les jours dans la piscine. Exactement. Ça m'a fait aussi penser à Vincent Louis qui disait qu'il accepte de voir quelqu'un s'entraîner plus, voire mieux que lui. J'ai eu exactement le même réflexe en écoutant cette déclaration. Battre des chronos, il sait qu'il va être carré, il sait que voilà, il va être reconnu au niveau mondial. Il met les choses dans l'ordre pour que ça se passe. Je pense malgré tout que cette année 2020, qui est une année quand même vraiment extraordinaire, et j'espère qu'on en connaîtra plus de la sorte, elle lui a quand même permis de cibler certaines courses. On sait qu'on arrive avec beaucoup moins de fatigue, on sait qu'on arrive avec des pics de forme qui sont peut-être un peu plus faciles à calculer parce qu'on n'a pas différentes compétitions dans l'année. Donc, il y avait quand même des éléments qui jouaient un peu en sa faveur. Maintenant, c'est jamais gagné de pouvoir performer le jour J. Ça, c'est pas une science exacte. Et comme tu le disais, Monaco était quand même le théâtre de plusieurs records qui sont tombés. On sait que c'est une piste qui est rapide, une orga qui est fabuleuse. Tous les athlètes ont applaudi les deux mains sur l'orga de Monaco. Elle est connue et reconnue. Pour lui, il est carré, il s'entraîne avec ses frères. Moi, personnellement, quand je m'entraîne sur piste, il n'y a rien qui ne me motive plus que de m'entraîner avec des potes parce que c'est toujours des concours à vouloir finir devant. Je vois pas le contenu des séances, mais j'imagine que il doit y avoir des petites guéguerres et ça doit tous les pousser
en haut vers la victoire et les 2 meilleurs chronos. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que il y a cet aspect-là, on le ressent dans leur fratrie, la manière dont ça les stimule les uns les autres. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas retenir, c'est juste, je me suis entraîné chaque jour, mais bien. Et Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as introduit, au final, les Norvégiens, ils sont là partout sur les sports d'endurance en ce moment et ils sont en train de perfer un peu partout. Il y a forcément quelque chose derrière. Certains nous parleront de dopage, mais si on regarde en termes de méthode d'entraînement, si on regarde justement les frères Ingebrigtsen ou en triathlon, la manière dont les Norvégiens s'entraînent aussi, on voit qu'il y a de la méthodologie et qu'ils font énormément de tests, d'essayer d'avoir un entraînement qui est hyper précis, hyper individualisé pour chacun d'entre eux. Et il ne faut pas oublier que les Norvégiens dans les sports d'endurance, c'est pas nouveau non plus parce qu'en biathlon, ils sont là depuis toujours au final. On sait que la guéguerre, elle est entre les Français et les Norvégiens en ce moment en biathlon, mais ils sont tellement forts, les Norvégiens, que c'est pas nouveau non plus de ce côté-là en sport d'endurance. C'est ça. Après, c'est comme tu disais, on peut se poser certaines questions. Moi, j'insinue rien du tout, mais on peut se poser des questions sur le fait qu'il y en ait vraiment beaucoup à une période donnée. Alors, c'est sûr qu'ils arrivent en même temps que la petite chaussure Nike magique qui aide à péter des chronos aussi, mais il y en a quand même plusieurs qui explosent comme ça aux yeux du monde entier. Et bon, voilà, il y a toujours des questions, des interrogations qui peuvent se soulever. Mais voilà, c'est intéressant de voir cette nation-là aussi bien représentée actuellement, tu l'as dit, aussi bien au niveau du demi-fond avec nos frères Ingo Brixen, c'est tellement dur à dire, mais également au niveau du triathlon, où on voit qu'on a notamment Blumenfeld qui est là et qui explose absolument tous les chronos. On a aussi Gustav Iden. On a vraiment des athlètes qui ressortent du lot, toujours en sport individuel. Donc voilà, à voir s'ils peuvent appliquer ça sur les sports co, mais c'est encore un autre sujet. Pour l'instant, on n'est pas sur, je veux dire, une amélioration au niveau global de tous les sports comme on a pu avoir comme par hasard en Espagne avec une équipe de football qui était monstrueuse, des athlètes, des tennisman qui gagnent absolument tous les tournois, notamment certains tournois français. Voilà, donc là pour l'instant on est sur des sports co, ils ont certainement trouvé des méthodes de travail qui sont peut-être un petit peu différentes. Pour l'instant, faut juste accepter. Et puis voilà, moi je crois en l'athlétisme, je crois que les gars sont fers tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Donc pour l'instant, c'est clean pour moi. Voilà, j'y vois pas forcément de soucis. Je suis au contraire intéressé quand je vois les performances. Si on reparle de Blumenfeld qui bat tous les chronos, qui est aussi capable de performer sur WTS et sur 70.3 sur le circuit Ironman, notamment avec une course à Dubaï, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais qui a été monstrueuse de sa part. Donc voilà, c'est cool, c'est des nouvelles nations, enfin des nouvelles, pas tant que ça, puisque finalement le biathlon était déjà présent, mais c'est des nouvelles nations sur certains nouveaux sports qui sont très intéressants à suivre. Ouais, de toute façon, tu sais très bien que j'ai le même avis là-dessus. Moi aussi, je vais pas tomber des nues si on me dit tel athlète ou tel athlète est dopé. Je vais pas être triste et me dire ah. Je sais que c'est une option, mais jusqu'à preuve du contraire, je préfère être dans l'état d'esprit de regarder le sport et d'en profiter sans arrière-pensée, parce que sinon, si je commence à me dire ah bah ils sont dopés, bah, moi personnellement j'arrête de regarder parce que je vois plus. D'ailleurs, j'avais arrêté de regarder à une certaine époque le cyclisme parce que quand on savait que les problèmes n'étaient pas réglés, ça veut pas dire qu'aujourd'hui tout est clean, mais on n'est plus dans l'époque des grands moyens où il y avait la mallette à papa avec tout à l'intérieur pour. Disons que s'il y a des méthodes, elles sont plus Après, il subtiles. faut quand même savoir que ouais, il faut quand même garder à l'esprit que il y a quand même plusieurs athlètes kenyans qui se sont fait épingler dernièrement. Faut savoir que Iten, le centre Oui, d'entraînement de nos petits champions kenyans, est quand même à une plaque tournante. très longue distance du premier aéroport. On sait qu'il y a une organisation qui est effectuée. Voilà, enfin, c'est pas moi qui l'invente. On sait qu'il y Oui. a des gens qui sont là à guetter s'il y a des personnes antidopage qui arrivent à l'aéroport. Ils ont largement le temps de prévenir, de cacher tout ce qu'il faut parce qu'il y a plusieurs, je me demande si c'est pas plusieurs jours, le temps de rallier Iten, mais au minimum une journée. Voilà, on faut pas non plus se voiler la face, mais tant de preuves de quoi que ce soit sur la Norvège, donc c'est clean. On avance et puis on voit si par la suite il se trouvera quelque chose. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'instant, on peut dire que les cas de dopage qui se sont vus sont des individualités. Et chaque individu peut prendre ses propres décisions vis-à-vis de ça, surtout dans ce genre de contexte où on imagine à quel point ça doit être facile de trouver et
tentant pour certains qui n'ont pas forcément le niveau pour être au top. Tant que pour moi, ça reste des individualités, j'ai envie de dire, too bad, tant pis pour toi, t'as perdu, on te reverra pas. Le jour où on te sort un truc comme la Russie avec le dopage organisé, là, ça me ferait vraiment chier parce que tu dirais, ok, si c'est tout le monde, bon, ok, je perds un peu mon intérêt pour le sport. Les individualités des gens qui font des erreurs et des cons, on pourrait dire, enfin, dans tous les cas, il y en aura toujours, donc ça, il faut qu'on fasse avec. Donc, je suis pas non plus naïf sur le fait qu'il y a forcément des dopés qui traînent dans le peloton. Ça s'est pas cliné d'un coup comme par magie parce que on a décidé que ça devait être beau. En tout cas, pour le moment. Voilà, exactement. Aussi bien au niveau international que français. Ouais. Donc bon, ça Oui, doit arriver. c'est ça. On sait qu'il y en a aussi qui sortent de temps en temps au niveau français. Enfin bref, le dopage est un problème pour le sport et je pense le restera toujours d'une manière ou d'une autre dans tous les cas. Complètement. Est-ce qu'on parle rapidement un petit peu de triathlon ? Ça va être assez rapide parce que la saison de triathlon, contrairement aux autres sports, eh bien, elle a tout juste démarré au final. Elle a repris aujourd'hui, hier et aujourd'hui, avec notamment, je repense au Grand Prix en France, au final, au Grand Prix de... Attends, il faut que je dégage Châteauroux cette petite... oui, le Grand Prix de Châteauroux, exactement. Je ne l'ai pas l'image, c'est pas grave, on ne la mettra pas, on s'en fiche. Donc ça a repris à Châteauroux avec, c'est un Grand Prix en France, mais il faut savoir que le triathlon, en termes de club, en France, c'est le niveau, enfin il n'y a aucun pays qui peut rivaliser avec ce qui se passe en France. Tous les meilleurs mondiaux sont dans des clubs français ou presque. Donc là, typiquement, le podium de cette première course, c'est Dorian Coninx qui gagne devant Blumenfeld, il me semble, et Léo Bergère. Bon, bref, ça pourrait être un podium de WTS sans problème, ça. Donc c'est du très solide. Et ce que je voulais dire avec ça, plutôt que de parler de ce Grand Prix, c'est que la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, on a l'étape de WTS de Hambourg qui, normalement, est maintenue. Pour l'instant, elle est maintenue. Elle devrait être à huis clos et enfin... comme tous les autres événements sportifs. Mais là, on va pouvoir quand même avoir une course de folie avec du relais, avec tout ce qu'on voit à Hambourg d'habitude. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir cette course-là, parce que chaque année, c'est un petit peu c'est la course la plus palpitante de la saison, je trouve. Donc, ça va être très, très cool. Exactement. Après, juste pour revenir rapidement sur Châteauroux, qui est quand même, qui donne un peu le tempo de la saison. J'avais un petit peu préparé cette émission et j'avais ciblé un petit peu Dorian Coninx. Donc, merci à lui de ne pas m'avoir fait mentir. Il fait quand même un début de saison et je pense que c'est intéressant juste d'ajouter 2 petites lignes sur ce bonhomme. Il a 26 ans, il a gagné l'année dernière sa première WTS au Bermudes. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment le vent en poupe. Il est très très jeune, on l'a dit, 26 ans. Il a fait des chronos cette saison. Il a fait un 5000 mètres à Lausanne en 13,49. Il a fait dernièrement aussi un 3000 mètres sur piste en 8 minutes et 4 dixièmes. Il était d'ailleurs dégoûté de ses 4 dixièmes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est hyper impressionnant. Je suis content d'avoir misé sur lui avant la course. Et il ne nous a pas fait mentir, il a fait une course vraiment monstrueuse. Quand on voit, comme tu l'as dit, qu'il y avait Blumenfeld, il y avait Léo Bergère, il y avait Gomez, il y avait quand même du lourd. Donc c'est bravo à lui. Juste une petite ligne pour Dorian. Et n'oublie pas non plus, chez les féminines, c'est Émilie Morier qui gagne. Donc pas la plus connue des athlètes françaises, mais je pense que c'est la plus jeune du groupe, même si elles sont toutes assez jeunes. Et elle monte aussi d'année en année, donc elle gagne avec du monde derrière, parce que Léonie Perriot, par exemple, était dans la course. Elle fait seulement 6e. Donc on pourrait dire que ça, c'est un peu inquiétant, mais elle a fait une grosse course à pied. Elle fait le meilleur temps en course à pied. Donc bon, il y a sûrement des petits réglages à faire au niveau de forme. Et puis on sait que parfois, Léonie Perriot, sur certaines courses, si elle démarre mal sa natation, qu'à vélo elle est loin, des fois c'est compliqué. Donc on sait qu'elle est plus sujette au haut et au bas dans ses courses. Et Cassandre Beaugrand, elle n'était pas dans la course, donc rien à dire, mais elle devrait être aussi à Hambourg, donc on devrait avoir nos équipes habituelles, on va dire, avec toutes les stars françaises à Hambourg. Exactement, tu as clairement identifié le problème, entre guillemets, c'est des athlètes qui sont quand même extraordinaires, mais Léonie sait que son point faible reste la natation, et elle essaye d'après ce qu'elle nous dit dans les réseaux sociaux, elle essaie de se battre un petit peu avec l'eau pour pouvoir progresser. Bravo à Émilie Morier, qui est 23 ans, comme tu disais, très jeune. Elle sort pas de n'importe où, championne du monde en élite en 2019, en junior. Donc c'est quand même une personnalité aussi à suivre. Et on a la chance en France d'avoir quand même un gros vivier de triathlètes qui sont vraiment très performants. Donc bravo à tous ces athlètes. Exactement. Et on a hâte de suivre la suite de la saison.
Et du coup, eh bien, voilà, ça fait quand même, je pense, une bonne heure qu'on est sur tous ces sujets. Je l'avais dit, il y avait du stock, donc on a essayé de passer à travers tout. J'espère que maintenant, vous êtes bien à jour sur l'actualité des sports d'endurance. On reviendra de toute manière sur la suite dans les prochains épisodes d'Endorphine. Je pense qu'on fera ça d'ici 2 semaines le prochain, parce que ça tombera après une semaine de Tour de France. Donc on aura pas mal de choses à dire sur les premières étapes, comment ça s'est passé. Donc je sais pas si Kevin est dispo, mais peut-être que ça sera encore avec lui. On verra ça par la suite. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé tourner ça avec toi. Je savais qu'on se ferait plaisir à discuter de tout ça dans tous les cas, parce qu'on aurait pu le faire sans être en live, mais le faire en partageant ça sur Twitch, c'était vraiment très très cool. Écoute, merci à toi pour ton invitation et tu sais que je répondrai toujours présent quand tu auras besoin. Bonjour, non, pardon. Merci à tous d'avoir participé également. Mais j'ai pas pu lire vos commentaires, donc je suis un petit peu déçu. La prochaine fois, je m'arrangerai pour pouvoir les lire et pour pouvoir éventuellement un peu réagir avec vous. Mais voilà, une dernière fois, merci à toi, Nico, c'était vraiment cool. Bah, merci à toi, Kevin, et puis à la prochaine pour le prochain Endorphine. Salut!